Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue donc à ce webinaire sur le management de projet et plus précisément sur pourquoi vos projets dérapent et comment y remédier. Alors concrètement, ce qu'on va voir dans... alors avant, pour le coup, on va se présenter quand même. Qui es-tu, Marie ? Bonjour à tous, Marie Morino, je suis responsable d'affaires PME chez TGS France. Donc, je travaille avec nos clients issus du marché PME et l'ensemble de nos experts métiers qui relèvent de l'expertise comptable, des avocats, des auditeurs ou des consultants comme Thomas. Et auparavant, j'ai travaillé 13 ans dans une collectivité sur la gestion de projets complexes. Donc, j'assure également en interne un rôle de chef de projet. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Thomas Biro, consultant en stratégie, organisation et management. Donc, j'accompagne principalement les PME dans le management de leur portefeuille projet. On va y revenir sur concrètement comment travailler une nouvelle organisation pour que les projets n'impactent pas les équipes économiquement. Concrètement, pour éviter qu'une personne travaille sur un autre projet et qu'on s'en aperçoive au bout de 6 mois. On va voir que justement, le facteur humain est un sujet important. Et puis, auparavant, j'ai occupé plusieurs fonctions de manager de projet dans diverses organisations, à la fois dans le secteur de la coopération internationale et puis dans l'événementiel à destination des entreprises. Alors, donc, au programme, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir tout d'abord qu'est-ce que le management de projet, donc de quoi on parle, pourquoi les projets dérapent la plupart du temps, ce qu'il faut vraiment regarder pour que justement on évite ce dérapage-là, et puis quelques pistes tout au long de ce webinaire pour que vos projets justement tiennent la route. Alors, ce qui est important, c'était important aussi pour nous, c'est de dire que dans ce temps imparti, on n'abordera pas l'accompagnement au changement qui, pour le coup, est vraiment un sujet qui est connexe, mais qui est vraiment tellement important et qu'il faudrait un autre webinaire exclusivement là-dessus. Alors, de quoi on parle quand on parle de management de projet ? Alors, j'attends juste que la slide se charge. Donc, le management de projet, il nous semblait important de reposer la question de la définition du projet. Donc, on a trouvé une définition de l'AFNOR qui nous semble relativement intéressante puisque c'est complète. Donc, d'après l'AFNOR, donc le projet, ça se définit comme une démarche spécifique. Donc, la notion de démarche, c'est quand même assez importante, c'est un processus qui permet de se structurer méthodiquement une réalité à venir. Le projet est défini et mise en œuvre pour élaborer une réponse à un besoin de la part d'un utilisateur ou d'un client qui implique des objectifs, des actions à entreprendre et des ressources données. Donc voilà, on n'est pas sur une notion floue d'un projet incertain, de quelque chose à moyen terme. Pour nous, le projet, ça a une date de départ, une date de fin. La réalité, elle est transformée à l'issue de ce projet et on travaille avec une équipe, des ressources financières, un timing au bénéfice d'un client qui soit interne, donc des projets d'évolution, d'organisation, de RP, d'événementiel ou toute autre chose, ou un projet externe, c'est-à-dire la réalisation d'une mission, d'une prestation, la réalisation d'un produit pour un client. Alors, qu'est-ce qui différencie la gestion de projet d'un management de projet ? Alors, vous pouvez le deviner avec ces deux photos. La gestion de projet, en fait, comme on voit avec cette personne qui est seule, on pourrait le faire tout seul dans une cave si on pousse l'image. Parce qu'en fait, la gestion de projet, c'est un ensemble d'outils, de méthodes pour atteindre un objectif dans un délai précis. Donc, en fait, il y a vraiment la grande différence avec le management de projet qui englobe cette dimension relationnelle. Donc, ça englobe la gestion, à savoir les outils, méthodes, mais ça englobe aussi cette dimension relationnelle. En fait, vraiment, il y a une différence entre ce qu'on peut appeler un planificateur technique et un coordinateur global. Aujourd'hui, il y a une exposition des parties prenantes. Donc, il y a des parties prenantes élargies dans un monde complexe où il y a de plus en plus de sujets et de personnes à mettre autour de la table. Et donc, c'est pas que une question d'étymologie de mots, c'est vraiment une question de posture. Aujourd'hui, c'est important de vraiment savoir mobiliser et aligner les acteurs plutôt que d'organiser un planning qui est vraiment en fait la base du métier
Mais aujourd'hui, ce qu'on attend d'un chef de projet, c'est vraiment ce management de projet et on va le détailler. Alors justement, les rôles dans un projet, Marie. Alors, effectivement, comme vous l'avez compris, un projet, c'est pas le sujet d'une seule personne. Donc, on a déjà, premièrement, un client, qu'il soit interne ou externe. Généralement, quand on est sur un projet interne, on va plutôt parler de sponsor. Le client, c'est la personne qui passe la commande, qui a un problème qu'il faudra diagnostiquer, à qui on va proposer une solution et qui sera en mesure de prendre des décisions, qui est aussi garant de la vision et de l'objectif de ce projet dans un ensemble plus vaste qui est la vision de l'entreprise, son projet global, ses objectifs généraux. Donc, ce sera vraiment l'interlocuteur vers qui on va délivrer le produit des travaux réalisés dans le cadre de ce projet. Ensuite, on a des contributeurs. Les contributeurs, ce sont les experts, les personnes qu'on mobilise au titre de leur expertise et qui vont produire au cours de ce projet. Donc, on attend de l'engagement, mais aussi une capacité à travailler en équipe. Et on vient les chercher effectivement pour ces deux notions, leur capacité à travailler collectivement et pour leur expertise. On a ensuite un chef de projet qui va faire le lien entre le client et les contributeurs et qui sera au sein de cette équipe projet, le représentant du client sera la voix du client. Son rôle, c'est de faire en sorte que les étapes soient passées les unes après les autres, qu'on respecte les délais, que l'on respecte le planning, bien entendu, le budget, mais également la satisfaction du client. Et son rôle, c'est vraiment de mettre de l'huile dans les rouages, de faciliter la communication et de se donner toutes les clés pour faire en sorte que le projet réussisse. Et puis, parfois, on peut avoir des parties prenantes qui vont être des acteurs un peu périphériques qui vont exercer une influence, qui vont être en mesure de s'exprimer à un moment ou à un autre. Donc, ça peut être des utilisateurs potentiels, ça peut être des partenaires, ça peut être des sous-traitants qu'il faudra également prendre en compte dans la conduite de ce projet. Un petit point de précision. Donc, quand on mène un projet en interne, on a bien sûr des contributeurs qui sont issus des équipes internes. D'ailleurs, peu importe que ce soit interne ou externe. Ce qu'il est important, c'est qu'on vient chercher les personnes au titre de leur expertise et on va faire fi de l'organisation hiérarchique habituelle de l'entreprise. Donc, voilà, il faut se dire que le projet a sa propre hiérarchie. Le rôle du chef de projet est d'animer sous forme d'un hiérarchique plutôt fonctionnel d'animation. Ce ne sera pas une hiérarchie classique, mais en tout cas, il va falloir aussi reposer le cadre de fonctionnement au regard de ces spécificités du projet. Donc, quelques objectifs à atteindre dans toute démarche projet. Donc vraiment, dans un premier temps, c'est apporter le plus de valeur possible aux clients et aux utilisateurs. Donc c'est vraiment important, on voulait mettre vraiment ce point en premier parce que c'est vraiment déjà tourné vers le client et les utilisateurs. D'avoir une grande capacité d'adaptation aux imprévus, encore une fois, dans un monde dans lequel on est fait de complexité, d'incertitude, c'est important d'avoir cette posture-là et puis d'apporter aux membres de l'équipe projet la plus grande satisfaction possible. Alors, en fait, cette présentation-là, elle a été travaillée avec des personnes, des méthodes agiles. Et en fait, ce point-là, il est important. Pourquoi ? Parce qu'on peut travailler un projet et essorer, aller jusqu'au bout du projet et en fait, essorer les équipes. C'est pas l'idée parce que quand on lancera un nouveau projet, que ce soit en interne ou avec un autre client, eh bien, il y aura peut-être justement des difficultés à relancer la machine. Donc, avoir une démarche projet réussie, c'est aussi réussir à avoir justement une bonne entente. Mais au-delà d'une bonne entente, cette entente, c'est pas tourner vers soi, c'est vraiment tourner vers le client. Si bonne entente il y a, on va tenir les délais, on respectera le budget et le client sera satisfait, on va y revenir. Et donc, pour symboliser tout cela, on préfère vous proposer de prendre des chemins un peu on va dire, qui sont un peu des chemins de traverse, voilà, qui permettent de s'ajuster. Parce qu'à l'inverse, quand on est sur un chemin linéaire, on peut aller plus vite, mais on peut avoir des angles morts. Et ces angles morts, on peut croire gagner du temps dans un premier temps, et en fait, ils nous reviennent en pleine figure dans un deuxième temps, et c'est là qu'on perd du temps.
Et avant justement d'aller plus loin, on voulait vous poser la question, chez vous, vraiment, dans votre quotidien, dans l'opérationnel, comment vos projets dérapent. Donc, vous pouvez répondre au sondage que Ludivine vous met dans le chat. On va vous laisser une petite minute et puis on va pouvoir justement commenter vos retours. Voilà. Alors, le sondage est en cours de chargement. Ça devrait arriver. Alors, on se laisse quelques minutes, quelques secondes. Sinon, je pense que vous pourrez écrire directement vos réponses dans le chat. Vous pouvez d'ores et déjà commencer. Dans le chat participant, vous avez un espace de libre expression, vous pouvez l'utiliser. Donc, ça peut être justement le budget n'est pas tenu, l'équipe a des tensions, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Le budget n'est pas respecté. Ah, voilà, non, voilà. C'est parfait. En fait, ils étaient en train de répondre, c'est pour ça. Donc, on a une forte majorité de délais qui ne sont pas respectés. Donc, intéressant. Le budget n'est pas tenu. Il y a des tensions dans l'équipe également. Oui. Et les clients satisfaits, mais les clients satisfaits arrivent vraiment en queue de peloton. Ok. Merci pour vos retours. Alors, justement, par rapport à ça... Alors, on a aussi le fait que les parties prenantes ne respectent pas les contraintes. Budget, délai, qualité. Ok, très bien. Merci pour vos contributions. N'hésitez pas à commenter dans le chat ou à poser des questions. On y répondra à la fin. Exactement. Alors, effectivement, au regard des items qui ont été présentés, proposés, il nous a semblé finalement qu'il y a 3 grandes manifestations de projets qui dérapent ou qui se trouvent un peu dans l'impasse. La question du budget qui est non tenu, les délais non respectés et le client in fine qui peut être insatisfait. Donc, au regard de ça, il nous semble important de vous partager un peu notre retour d'expérience sur ces différents éléments, puis on verra après comment y arriver. Donc, sur le budget non tenu, ce qui est important, c'est d'identifier là où les causes. Est-ce qu'on a sous-évalué le budget initialement ? Donc, si on l'a sous-évalué, est-ce qu'on avait toutes les informations nécessaires pour faire un chiffrage ? Est-ce que l'on a peu ou assez mal interrogé le besoin de notre client ? On y reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'on a assumé, pris la décision de faire une offre en dessous du prix du marché ou en tout cas du prix de revient du projet pour être dans une logique d'investissement, prendre des parts de marché, avoir des références. Ça peut être une logique qui est prise et dans ce cas, c'est OK. Est-ce qu'on a sous-évalué la complexité du projet ? Est-ce qu'on a réalisé des travaux non demandés initialement par le client qui, au fil de l'eau, nous a embarqués avec ses demandes ? Et quel est l'impact pour nous, équipe projet, prestataire externe ou interne ? Ensuite, l'enjeu, c'est de prendre des décisions. Et donc, de se dire, est-ce que on peut négocier une facturation complémentaire ou un budget complémentaire ? Est-ce que on assume finalement ce dépassement ? En tout cas, il faut prendre cette décision avec le directeur de mission, bien entendu, mais également son client. Donc, petit tips, notre préconisation, c'est vraiment de communiquer tout au long du projet sur ces sujets de consommation budgétaire avec votre client, puisque en fonction de l'enjeu, de la particularité des développements de chaque étape, il peut aussi être en mesure de piloter cette partie-là et de vous dire, ça c'est important, on assume le dépassement budgétaire, on assume le fait de payer une rallonge ou non, ça relève aujourd'hui plutôt de l'option, on préfère que vous vous concentriez sur les éléments principaux. Et dans ce cas, on réoriente l'action. En tout cas, on ne laisse pas traîner ces sujets budgétaires pour se retrouver en fin de mission avec quelque chose de complètement non maîtrisé. Ensuite, la question du respect des délais. Alors, c'est un peu sur la même logique. Donc, l'enjeu, c'est d'identifier là aussi les causes. Donc, est-ce qu'on a été trop optimiste sur le planning ? Est-ce qu'on a rencontré des imprévus ? Qui est à l'origine de
de ce non-respect des délais? Est-ce que c'est le client lui-même qui finalement n'a pas été en mesure de nous transmettre les éléments, a tardé à lancer la mission, a rencontré des difficultés particulières? Est-ce que c'est l'équipe projet qui a pris du retard dans la production? Ou est-ce qu'on a rencontré un événement exogène qui fait que tout le monde a été face à une impossibilité de tenir ce délai? L'enjeu, c'est ici d'identifier le degré de priorité de ce projet chez votre client. Peut-être que finalement, il est plus prioritaire, qu'il a été déprogrammé, ou que l'équipe s'est laissée déborder. De la même façon, on peut être pris sur le non-respect des délais par le fait que le client ou les parties prenantes nous ont demandé des éléments qui n'étaient pas prévus initialement. Ou est-ce que finalement, une partie de l'équipe est désengagée et n'a pas produit sa part du travail, ce qu'il a fallu compenser. Donc là aussi, on doit mesurer les impacts. Est-ce que ce décalage de délai, il a un impact ou pas sur notre client final? Est-ce que il attend la livraison des éléments pour engager d'autres actions, ou est-ce que finalement on est sur quelque chose d'assez long terme, de fond, et on assumera d'avoir un mois ou deux de décalage? En tout cas, ce qui est important là aussi en termes d'action, c'est de revoir le planning avec le client régulièrement, de lui faire arbitrer, prendre des décisions quant à cette question de maîtrise du timing. Si on doit absolument tenir des délais, il faut peut-être renforcer l'équipe, faire appel à de la sous-traitance, remanier l'équipe. Parfois, on se rend compte que la personne qu'on avait envisagée n'est pas c'est pas le bon interlocuteur ou le bon expert. Et il faut parfois assumer de sortir une personne du projet pour le remplacer par une autre personne. Dernier point, la satisfaction de notre client. Donc, là, étape toujours assez douloureuse, difficile. C'est souvent au chef de projet d'assumer ce rôle d'interface entre le client et l'équipe pour recueillir l'insatisfaction du client. Donc, quelques bonnes pratiques. Être vraiment dans une posture d'écoute active. On laisse passer l'orage. L'important, c'est que vos clients, ils s'expriment. Un client qui s'exprime, qui est mécontent, c'est quand même un client qui est toujours vivant. Donc, il est engagé. Le projet, il a de l'importance pour lui. Donc, c'est hyper important de donner un temps d'écoute de qualité à votre client, de respecter son engagement et son insatisfaction. Donc, on coupe pas. On n'est pas dans le temps de la justification. On est dans le temps de l'écoute. Si par contre, on arrive à une situation qui est violente avec de l'insulte, on coupe court. L'objectif, c'est pas d'en arriver là. Une fois que le client s'est exprimé, on l'a laissé parler, on clarifie. Là, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre les causes, les raisons de son insatisfaction, en posant des questions ouvertes, en essayant d'objectiver, de le faire s'appuyer sur des faits. Là encore, l'objectif, on est dans un cadre professionnel, c'est pas d'en faire une affaire personnelle, c'est de trouver des voies de sortie. Si le client a des motifs très objectifs d'insatisfaction, on n'est pas au rendez-vous, on a fait du travail de mauvaise qualité, on est désengagé, l'objectif, c'est pas de nier cette réalité. Il va falloir d'une certaine façon assumer sa part de responsabilité tout en étant dans une logique de recherche de solutions. Donc ensuite, à l'issue de ça, on repasse le pacte avec notre client. Donc on se dit, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Quelle solution on trouve ensemble? Qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Parfois, la solution, on ne l'aura pas tout de suite. Il faudra revenir vers l'équipe projet, retravailler et repartir sur une phase de relance de projet. En tout cas, c'est jamais terminé. On peut passer une phase difficile au cours d'un projet et finalement se retrouver avec une livraison d'un résultat qui sera tout à fait satisfaisant dans la mesure où on aura su rebondir. Et on en reparlera un peu plus loin, mais une des solutions là aussi, c'est d'avoir des temps d'échange très réguliers avec le client pour éviter que l'insatisfaction, elle s'accumule et qu'on soit dans une situation qui soit bloquée à la fin du projet. Et donc justement, par rapport à tout ce qu'on a vu, et on a vu par rapport à vos retours, que généralement c'est des sujets de budget, de délai, de satisfaction client, et bon, pour tout ça, on vous propose des facteurs clés d'un projet réussi. Donc tu peux défiler. Alors déjà, dans un premier temps, c'est bien comprendre le besoin client. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Alors, souvent, on a quelques croyances. C'est que le client sait ce qu'il veut. Une fois exprimé, le besoin, il est figé.
Sauf que généralement, en effet, le besoin change en cours de route. Et ce qu'on aime bien faire et qu'on vous propose, c'est vraiment deux choses. Dans un premier temps, c'est les questions puissantes. Donc, clairement, c'est pour vous sur quoi je dois porter mon attention et pourquoi. À quoi ressemblera la réussite du projet pour vous? C'est aussi poser d'autres questions de dans quel contexte ça s'inscrit, pourquoi c'est important maintenant, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ce projet. Ça permet vraiment de cadrer tous ces éléments. Et puis une deuxième chose, c'est vraiment de faire la distinction entre la demande, les attentes et les véritables besoins. Donc clairement la demande c'est quoi? C'est ce que le client dit dans un premier temps. Les attentes c'est ce qui arrive une fois que vous avez posé quelques questions. Puis les véritables besoins parfois ils sont cachés. Donc c'est vraiment l'idée d'aller un peu il y a l'expression de l'arbre qui cache la forêt, ça illustre bien ces éléments-là, ce facteur clé de succès, c'est vraiment d'aller derrière l'arbre pour voir justement ce qui s'y cache. Parce que parfois, on a eu des retours d'expérience comme quoi il n'y avait pas finalement de besoin ou que finalement le projet il se lançait mais pas pour les bonnes raisons. Donc Exactement. Ça, c'est vraiment important de le savoir dans un premier temps et donc de le cadrer au maximum parce que je pense que vous le savez de vos retours d'expérience, 80% de problèmes de management de projet, de déroulement de projet, c'est un problème de cadrage. Et donc, attester, alors pour éviter justement une note de cadrage de 20 pages que personne ne lit, notamment, par exemple, pour cadrer un projet une fois qu'on a compris un peu ce qui se jouait avec le client. C'est une fois qu'on a fait ça, réunir l'équipe sur 1 heure, 1 heure et demie, de préférence en présentiel, ça peut se faire aussi en distanciel, et de compléter un peu ce qu'on appelle une affiche projet. Donc ça, c'est un document qu'on a travaillé avec un client, donc ça peut être totalement adapté à votre organisation. Et ça permet vraiment de parcourir, de balayer tous les éléments clés pour que justement on ait une idée claire, une photographie assez claire. Ça rentre pas dans tous les détails, mais ça permet vraiment d'avoir des éléments très clairs. Et justement, dans cette question de clarté, la deuxième chose, c'est de formaliser la vision. Alors la vision, c'est quoi? C'est tout le monde a compris généralement les croyances qu'on a de cela, c'est que tout le monde a compris la vision et la vision, c'est un peu le chef de projet qui l'a. Donc la vision à peu près, c'est quoi? C'est le futur désiré. La différence, par exemple, qu'on peut faire avec une ambition, c'est l'ambition, c'est le niveau de performance que l'on vise. Donc c'est vraiment un petit peu plus temporel, plus spécifique. La vision, vraiment, elle doit être inspirante, elle doit être ambitieuse, elle doit être claire, elle doit être durable et elle doit être aspirationnelle. Si on vous donne un exemple, par exemple, avec Decathlon, Decathlon, c'est faire bouger l'humanité grâce à la magie du sport. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ça permet ensuite à toutes les strates de l'organisation d'avoir ça en tête et de adapter justement son comportement, sa posture envers le client de cette manière-là. Il y a par exemple un hôtel, je n'ai plus le nom, qui est de dire on sert des gentlemen for des gentlemen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça permet justement de s'adapter encore une fois à qui on est, qu'est-ce qu'on vise, toujours à centrer autour du client. Et quand on parle de centrer client, c'est cette question justement de boussole. C'est vraiment un outil d'alignement et de décision. Ce sujet de vision, il peut paraître un peu conceptuel au départ, mais c'est vraiment quelque chose qui structure tout le reste dans des projets notamment très stratégiques. Certains même parlent de narrative stratégique, c'est justement comment on raconte l'histoire, comment on embarque. Une petite anecdote par rapport à ça. Par exemple, Jeff Bezos travaille justement aujourd'hui sans PowerPoint. Il demande à ses équipes d'avoir justement à travailler en fait 3 pages de narratif pour expliquer le projet. Pourquoi? Parce que des PowerPoint, on peut avoir des angles morts parce que ça se voit moins. Raconter une histoire et comprendre les causes à effet, les implications des parties prenantes, ça permet justement d'éviter ces trous dans la raquette. Et ces trous dans la raquette aussi peuvent être évités avec une méthode qu'on utilise régulièrement chez nos clients qui s'appelle les OKR, Objectifs qui résultent, que vous connaissez sûrement, qui est vraiment une méthode puissante parce que ça permet à la fois de relier justement cette question de vision
d'objectifs inspirants et en même temps ensuite d'avoir justement des indicateurs clés. Et ça permet deux choses pour les équipes. Ça permet à la fois de garder en fait ce shot de dopamine parce qu'on avance vers cet objectif et en même temps, une fois qu'on a cet objectif validé, on a justement une phase qui est cadrée. Donc, c'est vraiment important à retenir que cette vision-là, c'est pas quelque chose à prendre à la légère et qui structure tout le reste. Et donc, un outil d'intelligence collective, l'idée là, c'est pas d'expliquer la méthode de cet outil, mais c'est un vision board qui permet de co-construire une vision en s'arrêtant notamment justement sur le phare que vous voyez. Une fois qu'on a complété le phare, on peut compléter le reste. Certains disent que c'est un SWOT imagé, mais en tout cas, ça permet vraiment d'avoir des questions très pertinentes et qui permettent encore une fois de savoir où l'on va. Voilà. Et puis la vision, ce qui est important, c'est que ça permet de recontextualiser et de savoir pourquoi on travaille en fait. Dans le cadre d'un projet qui peut être parfois très long, très fastidieux, très technique, ça permet de remobiliser tout le monde et notamment l'équipe. Donc ce qui est important dans la réalisation d'un projet, c'est d'avoir une équipe, bien entendu, qu'elle soit constituée des meilleurs. Alors parfois, c'est ce qu'on pense, on se dit faut techniquement les meilleurs. L'important, c'est d'avoir les bonnes compétences. C'est un organigramme clair, chacun sait ce qu'il a à faire, pardon. Mais pour que ça fonctionne vraiment, il faut aussi avoir une équipe qui sait travailler en équipe, qui a le goût du travail collectif, qui a le sens du service client, qui va être toujours tendu vers cet objectif de satisfaction du client. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on définisse ce qu'on appelle l'ego du projet qui va être plus fort que l'ego des individus qui composent l'équipe. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a des moments, ce sera pas très agréable. On peut se trouver dans des situations de confrontation, de différence de point de vue, de clients insatisfaits. Mais si on a toujours ce souci de la satisfaction du client, on aura beaucoup plus de facilité à travailler collectivement. Et puis, comme le disait Thomas tout à l'heure, c'est un peu une aventure collective, cette affaire, et l'objectif, c'est de vivre une bonne expérience. Donc, cette cohésion au sein de l'équipe, c'est pas de la génération spontanée, ça se travaille en étant toujours en partageant les objectifs, la vision, le pourquoi on fait les choses. Et puis, ça s'obtient aussi à travers beaucoup d'authenticité, d'objectivité et de clarté dans la communication. On n'est pas là pour faire de la langue de bois. Et parfois, on veut aussi trop protéger les uns et les autres et on peut éluder certains sujets qui vont nécessairement se retrouver à un moment ou à un autre au milieu de notre chemin. Et pour faire le lien avec ce que tu as dit, il y a cette question aussi de ne pas en faire une affaire personnelle. Là, c'est clairement ce facteur clé de succès. Alors, pour faciliter la cohésion au sein de nos équipes et favoriser aussi les complémentarités, parce que parfois, c'est de la complémentarité que va se jouer le succès d'un projet, cette capacité à avoir des visions différentes, à faire un pas de côté. On utilise un outil qui s'appelle la valeur humaine ajoutée, que l'on développe chez TGS France et qu'on utilise pour nous-mêmes et pour nos clients, qui permet d'avoir une vision des profils privilégiés de chacun, de ses préférences. Donc, ça va nous permettre d'avoir une sorte de cartographie. Est-ce que la personne est plus créative, plus logique, plus attentive en relation à l'autre ou très pragmatique. Et finalement, cet outil, ça va être un bon levier pour adapter la communication interpersonnelle au sein de l'équipe. Voilà. Le chef de projet, il doit savoir comment s'adresser à chacun. Bien sûr, il y a l'enjeu collectif, mais il y a aussi les interactions individuelles entre les membres de l'équipe. Et il y a des personnes avec qui il faudra être très synthétique, d'autres personnes qui auront besoin de temps de développement, d'autres personnes qui auront besoin d'être challengées. Et ça, c'est aussi cette adaptation-là, un des facteurs clés de succès dans une équipe qui fonctionne bien. Et puis, ça permet de mettre en valeur les complémentarités, effectivement, entre des créatifs, des personnes très logiques, et ça, c'est extrêmement efficace. Donc, on vous encourage à utiliser des outils qui vous permettent de mieux se connaître et de mieux se connaître en équipe également. Ça permet vraiment de développer l'indulgence. Clairement, Exactement. Une personne dit créative peut partir d'une feuille blanche.
alors qu'une personne avec plus d'analytique aura plus de mal. Par contre, cette personne analytique sera très précieuse pour justement faire du tri dans ces informations à partir de cette feuille blanche. Donc ça, clairement, notamment en début de projet, même tout le long, c'est vraiment précieux et ça permet vraiment de contextualiser aussi. Voilà. Un passage. Poser le cadre de fonctionnement. Donc Thomas, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut se dire? Poser le cadre de fonctionnement, ça veut dire quoi? Généralement, dans les croyances, on se dit, tout le monde sait travailler en équipe, donc on l'a vu, on va pas y revenir. C'est pas le cas, ça dépend vraiment aussi de ses aspirations personnelles. Si ça se passe bien, si on n'a pas besoin de cadre, alors, si ça se passe bien, c'est que généralement, il y a des ingrédients qui sont invisibles, qui sont déjà posés sans le dire. Mais pour autant, ce qui est important à retenir, c'est que ce cadre, c'est vraiment un pacte de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on entend par pacte de fonctionnement? C'est que généralement, on doit poser des repères partagés sur comment on collabore, comment on prend des décisions, comment on gère les imprévus. Et donc, définir un pacte de fonctionnement, c'est vraiment, on a souvent, l'idée, l'intuition de poser les tâches, qui fait quoi, la checklist, les données à saisir. Tout ça, c'est normal parce qu'on peut le poser dans un tableau Excel. Donc, un tableau Excel, on est très habitué à ça. Pour la petite blague, voilà, le tableau Excel, c'est plus de la gestion de projet et c'est très important. Mais il n'y a pas que ça aujourd'hui parce que sinon, on a encore une fois des angles morts. Le pacte, ça s'occupe des personnes. C'est la question de la communication, c'est la question des feedbacks. On va y revenir juste après, justement, on va le développer. Mais aussi cette question de manière de décider, de s'ajuster vis-à-vis du client. On parlait tout à l'heure d'un client mécontent. Qu'est-ce qui se passe quand un client est mécontent? Est-ce que c'est le chef de projet qui va seul? Comment on construit ce discours? Tout ça, c'est quand même important à se poser. Évidemment, ça se fait aussi avec l'expérience et justement cette amélioration continue. On va y revenir après, mais c'est quand même très important d'avoir quelques billes là-dessus. Et puis, oui, vas-y. Et puis justement, autre chose, oui, tu voulais peut-être en parler, parce que c'est une expérience personnelle. Oui, c'est ça. En tout cas, ce qui est important, c'est aussi de se dire comment on va travailler et quel rituel on met en place entre nous. À quel moment on parle du projet. Ça, c'est très important de le planifier parce que c'est vraiment un facteur clé de succès de la même façon que on planifiera ses temps de travail avec le client. Et notre expérience, c'est que ces temps d'échange un peu stratégiques, un peu où on va se recadrer, refaire le bilan, communiquer aussi sur des choses à faire, mieux vaut le faire en début de semaine ou en milieu de semaine que le vendredi après-midi à 16h. Pourquoi? Parce que parfois, on a des choses pas très agréables à se dire. Et surtout, on va mettre des petits cailloux dans le sac à dos ou des petites choses à faire. Et le vendredi à 16h, entre 16h et 18h, on n'a pas de temps d'action. Donc finalement, chacun va repartir avec sa liste de courses, ses choses à faire et on n'aura pas de temps de mise en œuvre. Donc, chacun va finalement repartir le week-end avec ça. Et c'est très inefficace et c'est très insatisfaisant. Donc, vraiment, prenez ces temps-là qui sont indispensables plutôt lundi, mardi jusqu'au mercredi. Ça fonctionne très bien. La fin de la semaine, c'est plus compliqué pour pouvoir réagir très vite. Autre facteur clé de succès, se parler avec la bouche, pas avec les doigts. Alors cette expression-là, elle est pas de nous, elle est encore une fois avec une personne qui travaille avec des méthodes agiles. Pourquoi on en parle? Parce que vraiment les méthodes agiles, c'est un peu cousin germain avec le management de projet, parce que au centre, on met justement cette question des dimensions relationnelles qu'on évoque tout au long et qui est enrichie à travers ces facteurs clés de succès. La croyance, c'est quoi? C'est souvent que quand on envoie des infos, on communique. Que la communication, c'est surtout vers le client et pas forcément entre nous. Et autre chose, même pire, on l'a vu parfois dans des projets, c'est parler des problèmes, ça crée des tensions. Et donc, en fait, j'ai un problème, donc ça va encore créer plus de tensions. J'ai pas le temps, tout le monde court après le temps, et donc on met ça sous le tapis. Pour autant, on a une petite anecdote à vous partager là-dessus. On a une entreprise de grossiste de vêtements qui s'appelle Max Apparel, qui la directrice de marketing donc revient d'un salon
et exprime le fait que cette année, on va avoir vraiment une question sur le vert. Alors, en fait, c'est une phrase en anglais que j'ai pu, mais concrètement, ça voulait dire on va falloir mettre les bouchées doubles sur des questions éco-responsables. Sauf que cette directrice marketing l'a écrit par mail à son responsable de production. Et son responsable de production a entendu quoi? Green a entendu la couleur verte. Et donc, sous 2 semaines, il a acheté quantité de tissu vert, il a retravaillé les lignes de production, bref, il a fait tout un tas de choses et 2 semaines plus tard, elle s'aperçoit de son erreur. Et donc là, il y a une ambiguïté dans la communication. Et donc là, on voit qu'on veut gagner du temps, on est en déplacement, on envoie un mail plutôt que d'appeler et on voit les conséquences, donc à la fois économiques, perte de temps, tension et j'en passe. On a une petite photo à droite qui illustre ça pour vous donner une image et pour que ça reste en tête après ce webinaire-là. C'est un peu l'image de l'escape game. Alors, vous avez peut-être déjà fait cette expérience-là. En fait, quand on est dans l'escape game, on est tous ensemble, on dit ce qu'on fait, on partage toutes les informations. Il faut pas avoir peur de la surcommunication, pardon, parce que on croit perdre du temps, mais en fait toutes ces informations-là, elles sont importantes parce que encore une fois, ça diminue les angles morts. En tout cas, c'est vraiment une conviction qu'on vous partage. On serait ravis en tout cas d'entendre vos retours à la fin de ce webinaire sur tout ce qu'on partage évidemment. Et vous pouvez parler dans le chat. Quelque chose à tester, le Wakama. Alors le Wakama, c'est pas une tribu indienne, c'est un peu un principe de wall call mail. Donc si la personne est en face de vous et que vous pouvez lui parler, eh bien vous y allez. Ensuite l'appel et le mail, vous l'avez compris. Moi par exemple, j'ai une anecdote d'un client. Il attendait depuis plusieurs semaines un règlement d'un fournisseur interne, mais vraiment interne à la boîte et qui est à 500 mètres. Et je lui ai posé la question lors de la formation, mais est-ce que tu allais le voir pour lui dire que c'était important pour toi d'avoir ce règlement? Bien non, parce que il trouvait que c'était important pour lui. C'était normal de faire son travail et il comprenait pas. Et donc, à la fin, j'ai réussi à le convaincre. Il est allé voir la personne et ils ont compris un petit peu les intérêts et voilà le contexte de chacun. Ça peut paraître un peu simple comme ça peut paraître du bon sens, mais parfois le bon sens permet de gagner beaucoup de temps. Et puis, on vous laisse parcourir justement cette tirade de Bernard Werber qui est assez qui illustre assez ce qu'on vient de dire sur ce que je pense que je veux dire, etc. Vous aurez évidemment la présentation. Alors, montrer son travail. Alors ça, c'est un point très important. Pourquoi c'est important de montrer son travail? Alors, c'est pas uniquement pour dans une logique de valorisation, c'est pour être dans une logique de validation de la part de son client. Bien souvent, on se dit non, là, je peux pas vous montrer de maquette ou de prototype, c'est pas terminé, c'est pas propre, vous allez trouver ça inabouti. En fait, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est au cours du projet de pouvoir échanger avec son client sur des versions bêta, sur des phases intermédiaires, sur des briques, sur un déroulé pédagogique, sur un programme de travail. Pourquoi? Parce que là encore, on n'est pas dans la tête du client. Son contexte, il a pu évoluer. Son besoin, il a pu mal l'exprimer. Finalement, il y a des imprévus, c'est plus ça. Et si on va au bout du projet, livrer quelque chose parfait qui brille, mais qui correspond pas aux besoins de nos clients, c'est là qu'on crée une frustration énorme. Donc, il faut prendre le risque, un peu de lâcher prise. Ça veut dire qu'il faut assumer l'imperfection. C'est hyper important d'échanger avec son client, de refaire valider, de dire, OK, je te présente ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça correspond à tes besoins? Est-ce qu'on valide? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on est toujours dans les clous de la commande, du budget, du timing? Donc, n'hésitez pas. C'est pas de la perte de temps. C'est encore un levier de communication. C'est aussi une forme d'authenticité pour travailler main dans la main avec son client. Et c'est vraiment un vrai facteur clé de succès. Des projets qui rencontrent pas leur marché, qui servent à rien parce que finalement, on a voulu faire le projet technique le plus abouti possible. Il y en a plein les poubelles du monde professionnel. Une petite image pour ça, quand on est né, ou en tout cas vos enfants,
tous les bébés sont pas forcément incroyables à la naissance. Ils peuvent être un peu fripés, voilà. Et donc vraiment l'idée à retenir, c'est ça, c'est de sortir votre bébé fripé, parce que s'il est trop lisse, c'est que vous avez trop attendu. C'est vraiment ce principe de voilà, si vous êtes fier de vos avancées projets, vous l'avez présenté trop tard, et vous n'avez pas la capacité de justement faire marche arrière. Et puis ce qu'on trouvait intéressant aussi, c'est de se dire que quand on monte son travail, ça permet aussi justement d'ajuster des choses. On vous donne un exemple, par exemple le cadrage d'une journée de séminaire. Si on montre le déroulé pédagogique juste comme ça, sans la présentation derrière, on peut déjà associer un petit peu les informations pour avoir une certaine cohérence, et donc avoir encore un travail de conseil, un devoir de conseil encore plus costaud, alors que si on ramène quelque chose de fini, c'est plus possible. Voilà, donc voilà. En tout cas, nous, ce qu'on vous conseille, de la même façon qu'on fait des rituels d'équipe en interne, c'est vraiment le rituel anti-surprise avec le client. Mieux vaut faire une demi-heure d'échange toutes les semaines, même si on se dit ça sert à rien, même si on n'a pas grand-chose à se dire. En fait, on a toujours des choses à se dire, plutôt qu'une réunion de 2 heures tous les 2 mois, parce qu'on aura trop avancé, parce que le client, il se demande ce qu'on fait. Il se demande si on travaille toujours sur son projet ou si finalement il n'y a pas des projets plus importants ailleurs. Et donc, c'est aussi beaucoup de considération. Et à chaque fois, on valide. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que ça vous surprend? Et effectivement, ça nous permet aussi de sortir de l'effet tunnel. Ça, c'est un concept bien connu des gens qui sont dans le développement informatique. C'est un peu l'enfer sur Terre de travailler sur des choses finalement peu concrètes, très techniques et très éloignées de notre client. On va accélérer un petit peu sur cette dernière partie. Le dernier facteur clé de succès, on arrive au bout de toute façon, c'est vraiment partager pour s'améliorer. Alors ça, c'est vraiment un point qui est souvent mis de côté. On se dit que partager, ça prend du temps. Ça peut on peut montrer notre faiblesse aussi, parce que l'idée, c'est pas de se glorifier pendant une demi-heure, c'est aussi de montrer aussi un peu ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc ça renvoie encore à cette question de pas en faire une affaire personnelle, mais d'être dans une démarche d'amélioration continue. Et donc, moi, j'ai un exemple à vous partager d'un client qui, quand on a remis en place toute l'organisation de leur portefeuille projet, on a décidé, et ils ont décidé, de mettre en place ce qu'ils appellent un forum qui permet d'avoir une revue de projet, qui permet ensuite justement d'avoir des retours sur ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, du retour entre pairs. Et ça fonctionne tellement bien, c'était prévu 3 fois par an, et entre ces temps-là, 3 fois par an, ils ont décidé de créer une newsletter pour continuer justement ce fil rouge du forum. Donc on voit bien la nécessité terrain de tout ça. Et donc là, un outil très simple, peut-être que vous connaissez, qui est le on tente, on arrête, on continue, qui permet visuellement de voir un petit peu ce qu'on veut continuer dans les prochains projets, les bonnes pratiques, ça peut être vraiment différentes choses. Et puis, on a mis le café présentiel ou en visio, quelques mots là-dessus. Le café, c'est alors quelque chose qu'on peut croire improductif, mais qui l'est pas du tout en fait. C'est très productif. On peut croire qu'on ne travaille pas, mais en fait cet esprit machine à café, il faut vraiment pas la négliger, parce que c'est là d'où sort aussi justement ces pas de côté, ces remises en question, et qui crée aussi la confiance dont on a parlé, pour justement avoir de la convivialité, pour avoir de l'ego pour le projet, pas de l'ego pour soi. C'est important à avoir en tête. Donc voilà, très rapidement, vous allez avoir la présentation, donc on va passer, mais vraiment ça, c'est les 7 invariants d'un projet réussi. Et voilà, quelques mots sur ce qu'on fait chez les clients, on l'a dit, hein, donc on va passer rapidement. L'accompagnement à la structuration, au management de portefeuille projet, des formations évidemment au management de projet, et au risque de se répéter, pas à la gestion de projet. Donc vous avez eu un aperçu sur ce qu'on vient de vous partager. Un accompagnement à la clarification de la stratégie, et puis on travaille aussi des repair projets pour réparer les projets. Alors qu'est-ce que c'est les repair projets? Alors, les repair projets, c'est un espace d'échange entre pairs qui permet de venir avec son projet un peu en panne, un peu en difficulté, ses interrogations, et de venir échanger sous forme
voilà, dans un cadre extrêmement confidentiel et bienveillant, bien entendu, pour partager les points de vue et surtout essayer collectivement, à travers des méthodes d'intelligence collective, de trouver des solutions pragmatiques. Donc, le Repair Projet, c'est un concept. On lance une prochaine session en mars. Donc, c'est limité à 10 participants pour être vraiment dans cette logique de contribution forte et d'engagement et d'efficacité également. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, il y a un calendrier en lien, je crois, normalement dans le chat, Oui. pour qu'on puisse lancer rapidement la programmation de ce Repair Projet. Avant de vous laisser la main et répondre à vos questions, le Repair Projet, vraiment, il s'est co-construit avec nos clients. C'est ça vient vraiment de cette question aussi d'isolement du chef de projet. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a travaillé avec plusieurs chefs de projet informatiques et on nous a vraiment rapporté ça, c'est cet isolement-là dans notre structure et ce pas de côté Exactement. qui manque et qui justement ce chef de projet souvent seul à gérer ces trois invariants, ce budget, ce délai qui est non respecté et puis in fine l'insatisfaction client, pardon. Il n'existe pas. Non. On vous laisse avec quelques questions. On serait ravis d'y répondre. Alors, place aux échanges. Alors, n'hésitez pas. Voilà, donc il y a des éléments qui sont plutôt liés, je te laisse descendre si j'arrive pas, qui sont plutôt liés effectivement les parties prenantes qui ne respectent pas les contraintes, bah oui, effectivement, budget, qualité. Là, il y a une question de Christelle, on dit pourtant qu'on ne change pas le capitaine dans la tempête, faut-il vraiment changer un chef de projet en pleine crise? Alors effectivement, pour ma part, j'ai pas rencontré cette situation. Il m'est arrivé de changer de contributeur, mais pas de chef de projet. Après, effectivement, si on en arrive à une situation un peu critique, ou alors généralement ce chef de projet, il a toujours un N+1 ou un N+ beaucoup de choses. Donc je pense que c'est un peu là de la responsabilité du client d'exprimer auprès de l'équipe son fort mécontentement et de la même façon, c'est un membre de l'équipe, s'il n'est pas au rendez-vous ou qui répond pas, la question pourrait se poser effectivement. Donc, je pense qu'il faut être très ouvert sur cette option-là, mais c'est sûr que c'est compliqué parce que ça veut dire recréer la confiance avec le projet, avec le client, avec les contributeurs. Enfin, on se met quand même des bâtons dans les roues, quoi. Une deuxième question, et j'ai mis justement la slide qui permet d'y répondre. Dans de petites structures avec des projets internes, le chef de projet est souvent dans la production aussi. Comment gérer la double casquette? Alors vraiment, ça, cette question-là, évidemment, on peut la voir comme gérer la double casquette ou changer la casquette. Je m'explique. C'est vraiment, justement, si on parle d'un variant, pour vous donner un retour d'expérience, donc souvent dans les formations management de projet, on nous parle de différents indicateurs dans l'outil, donc dans des outils un peu de Kanban, de affaires en court terminé. Et en fait, moi, j'invite les personnes à changer ces indicateurs-là, d'avoir vraiment aussi d'autres indicateurs et de se dire justement, est-ce que il y a un signal faible qui arrive dans notre projet. Donc, évidemment, la partie production, elle est importante, mais c'est souvent une question de changement de casquette parce qu'en fait, la gestion, comme on l'a dit, est intégrée dans le management de projet. Donc, en fait, on est moins sur une double casquette qu'un changement de casquette qui permet de justement éviter ces fameux angles morts dont on a parlé, qui peuvent être un peu délétères pour la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que une des difficultés souvent rencontrées, et notamment sur la question des délais, c'est le manque de temps de la part des chefs de projet ou des contributeurs pour travailler sur le projet, notamment sur des projets internes. Et en préparant ce webinaire, c'est vraiment un point aussi qu'on a échangé avec Thomas, c'est que souvent les projets internes, ils font un peu flop, faute de temps, parce qu'ils sont déprogrammés, ils sont dépriorisés par rapport à la production, à la satisfaction du client qui nous paye, quoi. Donc ça, c'est sûr que pour avoir des projets qui vont au bout,
votre sponsor, pour le coup, voilà, on là, a besoin d'un sponsoring très fort de on la a part de la besoin gouvernance, quoi. Exactement. Et votre sponsor doit vous allouer du temps. Si vous n'avez pas du temps planifié dans votre agenda pour mener à bien ce projet, eh ben, effectivement, on risque de ne pas pouvoir le réaliser. Et donc, ça veut dire que nécessairement, ce temps, ça s'empile pas à 18 heures en plus du reste. C'est qu'est-ce qu'on enlève dans ma charge de travail pour que je puisse travailler à l'animation, à la mise en œuvre ou contribuer à ce projet. Ça, c'est vraiment hyper important. Autre contribution de la part de Céline, une difficulté rencontrée est l'engagement des contributeurs. Donc là, une partie de la réponse, c'est le sujet de l'accompagnement au changement. Évidemment, donc qui est vraiment un sujet assez vaste, mais pour autant, si on reboucle avec ce qu'on s'est dit, c'est aussi interroger peut-être de se dire est-ce que la personne finalement a une aspiration à travailler collectivement dans ce projet. Peut-être que finalement, cette personne-là, elle a été parachutée, puis si on creuse un peu, alors parfois, on ne choisit pas, en effet, les contributeurs, hein, ça évidemment. Pour autant, c'est intéressant de creuser, puis de voir un petit peu, justement, qu'est-ce qui coince cet engagement pour cette personne en particulier, et de voir justement un peu ce qu'on pourrait mettre en place. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider pour que ce soit plus simple. Et généralement, on revient à ce que Marie a évoqué, c'est-à-dire j'ai pas de temps dédié, je dois faire ça en plus de mon boulot. Et donc là, il y a, en tant que chef de projet, il y a un sujet, si le projet est stratégique pour l'entreprise, d'allocation de temps, ou en tout cas une réflexion autour de ça. Et puis dans un deuxième temps, c'est tout un sujet d'accompagnement au changement qui est au long cours. Donc là, c'est vraiment de s'appuyer sur les personnes qui veulent justement, qui sont plutôt partants, parce qu'on pourra jamais évidemment embarquer tout le monde. Il y a vous le savez sûrement, dans l'accompagnement au changement, il y a vraiment trois catégories. Il y a une catégorie de early adopters, c'est-à-dire vraiment les personnes qui sont extrêmement partantes, qui font avancer le projet. Il y a des personnes qui sont un peu plus attentistes, donc c'est la majorité, puis d'autres personnes qui sont vraiment plutôt réfractaires. Et en fait, l'idée, c'est pas de se focuser sur ces personnes-là, réfractaires ou qui ne souhaitent pas aller dans le projet, c'est vraiment de s'occuper des autres, parce que parfois, justement, avec cette dynamique de projet enclenchée et avec justement ces facteurs clés de succès qu'on met en place au cours du projet, ça peut changer. Alors, également pour compléter sur ce sujet de l'engagement, il y a quelque chose à vérifier, c'est quel sens ça a le projet pour le contributeur. Parfois, en fait, le contributeur, il comprend pas bien ce qu'il vient faire là, ce qu'il peut apporter, quelle importance ça a dans l'activité de l'entreprise ou pour le client. Donc, se raccrocher à cette question de vision, c'est aussi très important. Et puis, le sujet du VHA, il aide beaucoup aussi sur cette question d'engagement. Effectivement, on n'a pas tous les mêmes profils. Il y a des personnes pour qui travailler collectivement au service d'un client interne ou externe, ça n'a pas beaucoup de sens. Qui préfèrent, qui sont un peu des solistes, qui préfèrent travailler seuls, qui se sentent beaucoup plus productifs, beaucoup plus efficaces. Et ça, c'est hyper important de percevoir ça. Alors, il y a des personnes, ce genre de profils, parfois, sont quand même un peu indispensables dans un projet. Donc, ça veut dire qu'il va falloir avoir un management de proximité avec ces personnes pour souvent leur redonner du sens, les rembarquer dans la dynamique. Mais généralement, elles produisent. Et puis, il y a des personnes avec qui, si on a le choix, s'il n'y a pas d'épanouissement à travailler collectivement sur un projet, mieux vaut pas les embarquer dès le départ, quoi. Est-ce qu'on a d'autres sujets? Non, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. On a encore quelques minutes. N'hésitez pas. N'hésitez pas, avec grand plaisir. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça parle par rapport justement à votre quotidien? Est-ce qu'il y a encore des gens? Oui. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions et si on a répondu à toutes, nous pouvons
arrêter ce webinaire. En tout cas, nous vous remercions sincèrement pour votre présence et votre indulgence face à nos difficultés techniques. J'espère que ce webinaire vous a apporté un peu d'éclairage et de contenu, en tout cas un peu de partage d'expérience. Alors, on a quand même quelques questions concernant VHA notamment. Est-ce que c'est la même chose que le disque? C'est pas basé sur le disque? Non, c'est pas basé sur le disque. Alors là, on rentre un petit peu dans la mécanique, mais on a encore quelques minutes. La VHA, c'est notamment basé sur Eric Berne, l'analyse transactionnelle. Donc la capacité justement à se positionner, à interagir par rapport à l'autre. Donc dans une logique de parent, enfant, adulte. L'idée c'est pas de rentrer dans les détails, mais en effet, c'est pas basé sur le disque. Alors on a les mêmes couleurs que le disque, mais ce qui nous différencie donc du disque, c'est cette question de mise en contexte. On a les talents potentiels, et en fait savoir si cette personne-là met en place, en tout cas, se sert de ses talents au plein potentiel. Je vous donne un exemple. Une personne qui est très créative et qui finalement on lui fait faire des reportings, des tableaux Excel, cette personne-là ne va pas être à sa place. Un petit peu la conviction et de cet outil, c'est de se dire qu'il y a pas de mauvaises personnes, il y a que des personnes qui sont pas à sa place. Et ça, je pense que vous avez à leur place. Et je pense vous avez des exemples qui peuvent vous parler par rapport à ça. Mais en tout cas, on peut poursuivre les échanges. Bien sûr, on peut poursuivre les échanges. Encore une fois, vous pouvez échanger à la fois avec justement en prenant un appel sur Calendly, et puis de toute façon vous avez nos coordonnées également. On vous remercie vraiment pour la richesse de vos questions. Encore une fois, on risque de se répéter, désolé, mais ça permettait d'illustrer justement ce qui se passe quand un projet dérape et comment on repart. Merci encore, et puis au plaisir d'échanger. Merci à vous. Très bonne journée. Bientôt. Au revoir. Au revoir.